Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du Tour de Burgos. Tour de Burgos qui a eu lieu la semaine dernière. C'est vrai qu'on est mercredi, ça a eu lieu un petit peu avant. Ce Tour de Burgos, pendant 5 étapes. C'est la course de préparation pour moi, la Vuelta, surtout cette année quand on voit le parcours du Tour de Pologne qui n'était pas jojo. C'est vraiment la course idéale pour préparer ce tour Enfin, la course idéale, c'est une course importante pour préparer le Tour d'Espagne, pour se remettre en jambes avant le Tour d'Espagne. Il y a aussi un petit peu le Tour de l'Ain, mais comme le Tour de l'Ain c'est 3 jours, de l'autre côté c'est 5 jours, c'est quand même un peu mieux. Mais c'est vraiment pour moi la course qui permet en plus de s'habituer aux routes espagnoles, de s'habituer parfois au rythme des courses espagnoles, aux conditions climatiques, parce qu'il a fait chaud lors de ce Tour de Burgos. Et on a vu notamment sur l'étape numéro 2 que ça a endormi le peloton. Il ne s'est pas passé grand-chose sur de l'étape numéro 2 avant le dernier kilomètre, mais aussi parce qu'il faisait très chaud. C'était diffusé sur la chaîne L'Équipe. Enfin, moi, je l'ai regardé sur la chaîne L'Équipe où il y avait notamment l'excellent manager de cette grande équipe soutenue par Paris, Jérôme Pinault. Jérôme Pinault qui est pour moi meilleur consultant que manager sportif. Il devrait peut-être y réfléchir pour la suite de sa carrière. Parce que je trouve qu'en consultant, moi je le trouvais déjà bon quand la chaîne L'Équipe diffusait le Giro à l'époque. Bon, il a décidé d'être manager, c'est son choix, mais je le trouve meilleur en consultant. Il y avait Cyril Guimard, il y avait qui était le troisième. Je sais plus qui commentait par contre. C'était pas Patrick Chasset qui doit être en vacances parce que lui il a fait le Tour de France sur Europe 1, quoique Guimard l'a fait sur RMC aussi. Donc je sais plus qui était au départ. Qui remplaçait Patrick Chasset. Tour de Burgos, ça a été... on va revenir sur l'affaire de l'étape numéro 2. On parlera également du bilan des Bleus, top et flop. Il y aura pas mal de choses à dire sur ce bilan des Bleus. Et on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de l'affaire de cette étape numéro 2. On parlera également un petit peu de Miguel André Lopez dans cette vidéo. On parlera de l'affaire autour de Miguel André Lopez pour le moment. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. À part certaines journées, quand j'en sors beaucoup au même moment, YouTube n'est pas habitué à ça, l'algorithme n'est pas habitué à sortir plus de 2 vidéos par jour. C'est un problème pour l'algorithme YouTube, mais des fois je peux pas faire autrement. Je travaille avec l'actualité, donc c'est pas toujours facile. Des fois, voilà, il y a 2-3 courses en même temps, 2-3 événements en même temps. J'ai calculé sur le mois de juillet, parce que là j'ai pris une petite pause après juillet. J'ai calculé dans ma tête un petit peu, mais je pense qu'on doit pas être loin de ce chiffre-là. Qu'en juillet, j'ai dû faire 90 vidéos à peu près. Il y a eu une vidéo F1, il y a eu le Tour de France masculin, le Tour de France féminin, et il y a eu l'Euro de football féminin. Donc voilà, je me demandais pourquoi j'étais un petit peu fatigué. Je me suis remémoré le nombre de vidéos et j'ai compris pourquoi. On commence tout de suite par le Tour de Burgos, qui était cette année plutôt bien conçu. Je trouve que c'est une course en termes de parcours, cette année qui était plutôt intéressante. Par exemple, le Picon Blanco, qu'on n'a pas mis en arrivée finale, qu'on a mis à 35 bornes de l'arrivée, c'est pas mal, parce que c'est vrai que le Picon Blanco, souvent on attend un peu trop le Picon Blanco pour faire de la différence. On ne l'a pas mis le dernier jour non plus. On a changé un petit peu le parcours. Le parcours était plutôt intelligent, on va dire d'un point de vue sportif, dans sa conception, avec des étapes qui n'étaient pas faciles à contrôler, notamment l'étape du Picon Blanco, mais je pense même à l'étape de Villadiego, où le final, il y avait cette petite bosse de 1,6 km. Donc c'était et puis également l'Alto del Castillo du côté de Burgos. Donc voilà, c'était un parcours intéressant. On a fait quelques modifications sur le parcours du Tour de Burgos. C'est une course que j'apprécie. J'en ai pas vu 150 des Tours de Burgos. Je les ai vus à partir du moment où ils étaient diffusés sur la chaîne L'Équipe. C'est une course qui en plus a toujours une saveur particulière, parce que c'est vrai que ça a été le grand retour du cyclisme après 5-6 mois sans vélo.
où on avait des courses virtuelles qui étaient absolument ignobles. Donc ça a été le retour du vrai cyclisme, le Tour de Burgos, avec cette victoire de Gaviria, dans une arrivée qui était déjà touchy à l'époque, avec Arnaud Démare. On se souvient de ce dernier virage, cette courbe sur la droite. Sur cette étape. Donc d'un point de vue sportif, c'était pas mal. D'un point de vue également de liste de départ, on avait des grands noms, notamment Almeida, Buitrago, Sivakov était au départ. Qui en avait d'autres? On avait Mikel Landa, Jane Lay, Bourman, Valverde, Luis Mas, pardon, pas Henrik. On avait également Van Wilder. Enfin voilà, il y avait du Hugh Carty, Juan Pedro Lopez aussi, Nibali, avec Miguel Angel Lopez. Donc voilà, il y avait du bon monde au départ. Et il y a eu l'affaire de l'étape numéro 2. L'affaire de l'étape numéro 2, nous sommes dans le final. Nous sommes dans un final un petit peu nerveux déjà à ce moment-là, parce qu'il y a eu un petit peu de non-course pendant toute la journée à cause de la chaleur. Les coureurs ont roulé sur un tout petit rythme. Donc on sait dans ce genre de situation déjà que le peloton est nerveux, donc ça peut être dangereux. On est dans le final. On est arrivé déjà en faux plat descendant. J'aime pas ça. Mais en plus, vous avez un Dodane à 500 mètres de l'arrivée et à 70 km/h, le Dodane, forcément avec un peloton lancé à 70 km/h, ça a été une catastrophe. Et il y a eu une énorme chute qui a fait des dégâts. Je pense notamment sur cette chute. Hop là, je reprends ma start list parce que là, je l'avais encore refermé. Ça a eu des conséquences. Cette chute de l'étape numéro 2, je pense David Decker, le coureur de la Jumbo, je pense à Ballerini aussi, à Stemle, il y a eu également chez AG2R Clément Berthet et Damien Touzé. Ça a été voilà, une étape assez terrible, et puis beaucoup de coureurs qui ont abandonné, qui ont eu des dermabrasions assez importantes après, du côté des différentes équipes. Je comprends pas comment l'UCI a pu valider cette arrivée. Je le dis, on est quand même sur une Pro Series, donc on est sur la deuxième catégorie. On est sur les courses de deuxième catégorie, les plus importantes du calendrier UCI. Comment l'UCI a pu valider ça? Je comprends pas. Normalement, il faudrait que ça bloque. Un Dodane dans les 500 derniers mètres sur une arrivée en faux plat descendant, c'est plus possible en 2022, quoi. Trentin l'a dit, on attend des morts. Du côté de l'FCI, j'ai des doutes, quoi. Quand tu vois le Tour de Pologne, le Tour de Burgos, ça fait quand même depuis 2 ans où je n'arrête pas de dire, je pense une course sur 3, une course sur 4, il y a un problème d'organisation que je signale. Je pense que si on reprend toutes les vidéos que j'ai fait, s'il y a quelqu'un qui a le moral pour le faire, je pense que ouais, ça doit être à ce niveau-là. Ça montre bien qu'il y a un problème. Si moi je le dis, si les coureurs cyclistes le disent, notamment Philippe Gilbert, notamment les 4 jours de Dunkerque, que je n'ai pourtant pas fait sur la chaîne, c'était une catastrophe en termes de parcours. Il faut que ça s'arrête, quoi. Faut que l'UCI, à un moment, tape mette le haut là, tape le poing sur la table, quoi. C'est pas possible. Ces problèmes d'organisation. Mais pourquoi l'UCI ne s'attaque pas aux organisateurs? Parce que l'UCI ne veut pas retrouver le problème de 2007, de 2008, avec notamment ASO, avec RCS, où ils s'étaient mis à dos les organisateurs en imposant notamment la participation d'Astana, et ce qui avait donné la fin du Pro Tour. Et ils ne veulent pas revivre ça, donc ils serrent un petit peu les pompes des organisateurs. Je ne sais pas si vous avez vu notamment David Lapartien lors du Tour de France Femmes. C'était assez violent, le sciage de pompe très bien réalisé de la part de David Lapartien. Je crois aussi qu'il y a des gros soucis parce que vous avez David Lapartien qui... En fait, ça manque de manière de faire du côté de l'UCI, c'est-à-dire que vous n'avez pas de compte. Enfin, là, on voit qu'il n'y a personne qui contrôle les arrivées, grosso modo, personne ne contrôle les parcours. Il faut qu'il y ait des mecs qui regardent les parcours. Il faut qu'il y ait du personnel de l'UCI qui disent là, c'est pas possible.
mais qu'ils le disent en amont aussi, hein, pas 2 jours avant, 3 semaines, 4 semaines avant, qu'ils disent à l'organisateur, on ne peut pas arriver là. Vous me changez l'arrivée, vous arrivez 100 mètres avant, vous arrivez 100 mètres après, mais l'arrivée à cet endroit-là, c'est pas possible. Sauf qu'il n'y a pas ça. C'est ce que demande Philippe Gilbert. Mais je pense qu'aussi, à un moment, il y a la responsabilité des coureurs. Quand je vois que tous les coureurs gueulent le soir même, c'est-à-dire sur l'étape 2, le soir même, sur Twitter, je me dis qu'à un moment, ils ne sont pas en capacité de se réunir, de s'organiser autour de manière plus franche que maintenant, de s'entendre et de dire, là, on dit stop. On dit stop, on envoie un communiqué à l'UCI, on dit stop à ce moment-là. Non, c'est chacun fait son petit truc dans son coin. Alors t'as Philippe Gilbert d'un côté, t'as le syndicat des coureurs, mais bon, que pour hyper performant. C'est chacun fait des petits trucs dans son coin, sauf que ça peut pas aboutir. Je pense également que je suis assez surpris que les coureurs n'aient pas manifesté un peu plus leur mécontentement lors de l'étape du lendemain. Alors vous savez pourtant, j'ai dit, les manifestations pour l'écologie, les manifestations coup de poing, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas quand on les fait trop souvent. Par contre, ça marche quand on le fait à un moment donné précis. Si les coureurs avaient décidé de partir avec 2 heures de retard sur l'étape du lendemain, ce qui ne veut pas dire ne pas partir, mais partir avec 1 heure de retard, 1 heure et demie de retard. Pourquoi je dis ça ? 1 heure de retard, par exemple, imagine. 1 heure de retard. Le public, c'est peut-être que certaines personnes seront un petit peu agacées, mais ils vont quand même voir les coureurs rouler et faire la course. Donc c'est pas trop un problème. Par contre, ça va emmerder les diffuseurs. Parce que les diffuseurs, au niveau de la grille télé, c'est pas prévu 1 heure de décalage. Si vous décalez d'1 heure, c'est un enfer autour de la grille télé. Je peux vous dire que vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 jours d'affilée, de partir avec 1 heure de retard, ou 1 heure et demie, ou un jour c'est 1 heure et demie, un autre jour c'est 45 minutes, un autre jour c'est 2 heures. Je peux vous dire que ça a vraiment emmerdé les organisateurs et ils vont peut-être faire quelque chose après. Parce que si on leur tape sur les doigts à chaque fois, mais je pense qu'à un moment il va falloir faire ça sur les courses où c'est mal organisé. Ou que les équipes décident à un moment aussi de se réunir. Parce que là, par exemple, vous avez 4-5 coureurs qui sont peut-être à out jusqu'à la fin de la saison. Ça a un coût pour les équipes en termes salariales. À un moment, il faut que les équipes disent cette course-là, nous on n'ira plus. Tout simplement. Même si c'est le Tour de Burgos, même si c'est le Tour de Pologne et c'est World Tour, et peut-être que ça fera réagir l'UCI. Mais s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas de manifestation, s'il n'y a pas de comportement, on va dire, un moment où les gens se mettent autour de la table et se disent on fait une action coordonnée, ça ne peut pas le faire. Et là, je pense que sur cette affaire-là, sur cette situation-là, l'UCI, on a été trop sympa, je pense, avec l'UCI pendant longtemps, au niveau de l'organisation des courses. Là, il y a un moment, il faut réagir. C'est mal organisé. Je parle de problème d'organisation. Ça fait depuis 2 ans et demi, sur toutes les courses, quasiment très régulièrement, je dis là, il y a eu un problème d'organisation. Là, l'arrivée est touchy. L'année dernière sur le Tour de France. Même encore cette année avec les motos sur le Tour de France. Voilà, il y a un moment, faut agir, quoi. Tirreno, cette année où les arrivées étaient toutes plus merdiques les unes que les autres. C'est plus possible, quoi. Les arrivées en virage, il y a un moment, faut réagir. Mais pour réagir, il faudra peut-être que les coureurs se coordonnent un petit peu mieux. Je crois qu'on a un petit peu tout dit sur cette étape numéro 2. Je crois qu'on peut donc passer au bilan des Bleus. On commence ce bilan des Bleus. Pavel Sivakov, le coureur français, vainqueur de ce Tour de Burgos. Ça avait déjà failli être le cas l'année dernière avec Romain Bardet, ou il y a 2 ans plutôt, Romain Bardet. C'était l'année dernière, non, ça devait être l'année dernière, Romain Bardet, qui avait perdu le dernier jour. Du côté de Pavel Sivakov, impressionnant sur le Picon Blanco, il faut le dire. Il a été vraiment très très impressionnant. Et puis, il est bon depuis le début de saison. Hein. Le fait d'avoir choisi la nationalité française lui a fait le plus grand bien, j'ai l'impression, à Pavel Sivakov. Je pense notamment sur le Tour d'Italie, où il a été vraiment d'une grande aide envers Richard Carapaz. Je pense également sur la Classica San Sébastien, où il fait 2e.
derrière Remco Evenepoel qui était intouchable. Le Tour des Alpes où il avait été pas mauvais également avec une 10e place. 9e également du Tour de la Communauté de Valence, Pavel Sivakov. Il est de retour, Pavel. C'est un coureur qu'on avait un peu, j'irais presque perdu de vue. Il avait été très bon sur ces 2 premières années. Et puis 2020, notamment ses multiples chutes lors de la première étape du Tour de France, ça s'était pas superbement bien passé. 2021, il y a quelques résultats, mais c'était plus si exceptionnel que ça. Et puis surtout, on se disait, maintenant il a un rôle d'équipier dans cette formation, c'est plus un leader. Et puis cette année, on l'a revu un petit peu plus performant, un peu plus au top, je trouve, où il a eu peut-être aussi un peu plus les clés du camion. Et ça s'est bien passé pour le moment pour Pavel Sivakov, qui voilà, a fait une très belle montée du côté du Pican Blanco, mais il a été très bon également à Lagunas d'Enela, pardon, où il s'en sort bien, pourtant avec un Melda qui finit très fort. Enfin voilà, il finit dans un bon rythme. Pourtant, avec Miguel André Lopez, avec Almeida, c'était pas facile. Il va quand même des sacrés coureurs. André Lopez, également Van Wilder, Almeida, Jane Lay, Buitrago, Kelderman, Nibali. Il bat pas des branquignoles. Et puis au niveau de la hiérarchie, chez Ineos, pour la prochaine Vuelta, il prend un petit peu date. Parce qu'il ne faudra pas négliger Sivakov dans cette équipe. Je pense que c'est un coureur avec lequel vous pouvez faire un bon résultat. Peut-être pas top 3, peut-être pas victoire, top 5 c'est jouable avec Sivakov. Du côté d'Ineos, et puis même en tant qu'équipier, il peut avoir un rôle également très important. Donc c'est un coureur qui est intéressant. Et encore une fois, le fait d'avoir pris la nationalité française, on voit que les résultats sont vraiment pas mauvais cette année. Et puis on le voit beaucoup plus en jambes. Je trouve que la saison dernière, en sachant que le fait qu'il ait changé de nationalité, il y a eu certains qui n'ont pas compris, mais c'est un coureur qui a vécu en France quasiment toute sa vie, dans le sud-ouest, dans les Pyrénées, qui en fait n'a quasiment jamais vécu en Russie, Pavel Sivakov. Il avait pris la nationalité française, la nationalité russe, je crois que c'était pour faire plaisir à son père, je crois, qui a roulé notamment chez Big Mac, Aubert 93. Mais je crois voilà, c'était pour faire plaisir à son père. Et puis c'était aussi plus facile au niveau des sélections et championnats du monde, on va pas se mentir. Donc ça avait peut-être été un choix pour Sivakov. Et puis il l'avait choisi un peu vite, cette sélection. Mais voilà, je crois qu'il a compris que c'était pas l'idée du siècle. Et puis pour faire plaisir également, je pense à sa maman, qui a remporté le Tour de l'Aude et le GP Master, enfin le Master féminin en 95 et le Tour de l'Aude en 96. Deuxième du Tour d'Italie féminin, également en 89, sa mère. 9e des championnats du monde en 96 aussi. Donc, et je pense que il y avait l'envie de faire plaisir à ses parents, peut-être aux grands-parents, un truc comme ça, mais il l'a pris un peu vite et en fait il s'est aperçu très vite qu'il était absolument pas russe, qu'il était français et qu'il était assez en désaccord avec la politique russe en ce moment, et il avait déjà demandé le changement de nationalité avant l'invasion. La seule différence, c'est que l'UCI l'a autorisé plus rapidement. Le dossier était déjà en cours de traitement, donc voilà, c'est pas une décision, il n'a pas changé sa veste parce qu'il a senti que le vent tournait. Il était déjà plus en accord avec le fait d'avoir la nationalité russe depuis déjà quelques années. Mais il a été impressionnant sur le Pican Blanco quand même, Sivakov, donc il va falloir faire attention à lui. Et sur la prochaine Vuelta, si on décide de le mettre en tant que leader. J'ai mis également, la révélation, la révélation de ce Tour de Burgos, Bastien Trochon, vainqueur de l'étape numéro 3, vainqueur en étant stagiaire. Du côté de l'équipe AG2R, ça n'était pas arrivé depuis Yann Kirsipou. Et c'était sur une course que vous savez qui me tient à cœur, Paris-Bourges, à l'époque où Paris-Bourges se disputait sous 2 étapes, où il avait remporté un sprint, Yann Kirsipou, déjà à l'époque. Quand tu connais un petit peu le palmarès de Yann Kirsipou, fait partie de ces sprinteurs aux plus de 100 victoires.
voilà, ça en impose un petit peu. Et ça montre bien que Bastien Trochon, ils sont pas nombreux à avoir gagné en étant stagiaires dans leur carrière. C'est intéressant. Alors, faut pas non plus trop s'enflammer. C'est une belle performance, c'est la révélation. Malgré tout, ensuite, il va falloir confirmer. Et ça va pas être facile pour Bastien Trochon, parce que quand tu commences comme ça sur les chapeaux de roue, parfois c'est difficile de poursuivre sur la même lancée. C'est difficile parfois de tenir le rythme dans la suite de sa carrière. Parfois, on se brûle les ailes. Donc, j'espère que ça ne sera pas le cas pour Bastien Trochon. Ça montre aussi quand même que la formation d'AG2R marche de mieux en mieux parce qu'elle était un petit peu en retard. C'est vrai qu'AG2R souvent avait tendance à regarder dans les clubs d'à côté, prendre au CC Etup, au CC Nogent-sur-Oise, voilà, prendre dans d'autres équipes que sa propre formation. Et là, on voit que ça commence à marcher la formation AG2R. Ça marche de mieux en mieux même. Il faut qu'ils fassent confiance aux coureurs qui sortent de leur formation. Un peu ce que fait Groupama en recrutant 7 coureurs de la Conti. Donc on va voir ce que ça va donner du côté de Bastien Trochon. Mais belle révélation. Et puis sacré numéro quand même sur cette étape avec Sivakov. Parce que donc il est en échappée depuis le matin. Ils se font reprendre par Sivakov. Lui, il était un petit peu en difficulté dans le Picon Blanco, mais il est monté un petit peu à la Almeida ou à la David Gaudu, c'est-à-dire en essayant de garder un rythme. Mais il se retrouve face à Sivakov. Il y avait également un troisième coureur dans cette échappée qui était... Je vais reprendre le live de cette étape numéro 2, parce que j'ai oublié son nom à ce coureur. Qui était dans cette échappée. C'est un coureur de Kern Pharma qui a lancé les hostilités vite dans l'échappée. L'échappée. C'était Nicolaou, voilà, qui était avec eux. De Cara Rural, pardon, c'était pas Kern Pharma, c'était Cara Rural, qui avait lancé les hostilités. Et c'est vrai que Trochon, c'était pas simple, parce qu'il se retrouvait avec des sacrés noms, notamment Sivakov. Il fallait réussir à tenir dans la route Sivakov, surtout que Sivakov, au départ, il a tenté plusieurs fois de le lâcher. Donc c'était pas évident, et puis il est lâché à 39 km de l'arrivée, mais il s'est accroché pendant toute l'étape Trochon, pendant tout le Picon Blanco, donc sacrée performance de la part du coureur français. Et puis au sprint, face à Sivakov qui avait donné beaucoup, il a été intelligent, il a pas paniqué dans le final aussi, et ça c'est vraiment très bien. Donc c'est très intelligent. 10e victoire pour la France sur le Tour de Burgos, c'est la 10e avec Trochon. Et c'est vraiment une belle performance de gagner. Il gagne plus jeune que Remco Evenepoel et Kylian Sosa, qui avait gagné à 20 ans, mais avec un peu plus de jours dans la carrière. Et il a fait une belle semaine, parce que Trochon, il a fait une belle semaine d'apprentissage sur cette compétition. Donc c'est assez intéressant de voir la suite de ce coureur qui a seulement 20 ans. Ça sert en France qu'on fasse monter des coureurs aussi jeunes, mais il avait été à Cholet Pays de la Loire déjà à l'époque, dans l'équipe 1 je pense d'AG2R, vainqueur 6e l'année dernière du circuit des Ardennes International, ce qui montre un petit peu les qualités du coureur également. Course très importante chez les jeunes. Et puis je termine avec Kenny Alisonde qui fait une bonne semaine aussi, un 10e. Coureur qui n'a pas fait le Tour de France. Alors certains ont dit, c'est vrai que c'est surprenant qu'il n'ait pas fait le Tour de France quand tu vois ce qu'a fait notamment ce qu'a fait Ciccone sur le dernier Tour de France, où ça n'a pas été si incroyable que ça. Après, du côté de Kenny Alisonde, s'il fait une bonne Vuelta, je pense que la Vuelta correspond mieux à ses qualités que le Tour de France, à part le chrono. C'est vrai que les deux chronos, il va perdre du temps, Kenny Alisonde, mais c'est là où il a fait ses meilleurs résultats dans sa carrière, c'est sur la Vuelta.
c'est pas sur le Tour de France. Ce sont des montées qui correspondent mieux et plus à ses qualités à Kenny Elissonde, qui a désormais 31 ans, il faut le dire, et puis pourquoi pas un top 10 sur la prochaine Vuelta. Alors, mieux que top 8, ça sera compliqué. Mais top 10, pourquoi pas, hein, pour un coureur comme Kenny. Il a des qualités et les côtes espagnoles correspondent à ses qualités. Donc c'est un coureur qui aime bien ses côtes qui ne sont pas toujours très longues, mais avec du pourcentage. Et comme il n'est pas très lourd, il passe bien les côtes avec les forts pourcentages. Pas forcément avec de la puissance, mais le fait qu'il soit plus léger que ses adversaires, ça aide. Donc voilà, Kenny Elissonde pour un top 10. Pourquoi pas, il a fini 10ème, là, une 18, hein, ça montre que les qualités physiques sont là, surtout qu'il a pas mal bossé sur les premières étapes, sur la première étape même, pour ses coéquipiers qui ensuite se sont un petit peu effondrés, donc c'est lui qui a repris le leadership de l'équipe, parce qu'au départ il bossait un petit peu pour Juan Pedro Lopez en début de course, et je pense que c'était plutôt Juan Pedro Lopez qui était prévu pour le général du côté de la Trek, mais Juan Pedro Lopez a eu un petit peu de mal. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. On passe coureur au top. Du côté des coureurs au top, eh bien, je commence avec Joao Almeida, qui a été très bon pendant cette semaine. Je pense que Joao Almeida, la Vuelta, c'est pas forcément la course qui lui convient le mieux. Alors certes, il aime les fortes températures, hein, Almeida, ça c'est pas un problème. Mais c'est vrai que sa méthode, sa manière de faire en montagne, fait qu'il a besoin toujours d'avoir 3-4 minutes pour mettre son coup de pédale en route. Et c'est pas forcément l'idéal en Espagne, vu qu'on a des plus petites bosses souvent en longueur qu'en Italie. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment un grimpeur qui, sur le Giro, peut être très bon. Almeida sur le Giro. Sur d'autres courses, comme la Vuelta, c'est plus compliqué parce que sa manière de courir fait que forcément, sur certaines montées, il ne peut pas refaire son retard. Et on l'a vu notamment sur le Picon Blanco. Le Picon Blanco, il démarre difficilement, il s'accroche. Le problème, c'est que si tu as un mec comme Sivakov qui part, ou un autre qui part au pied de col, il ne peut pas le suivre. Dans les petites bosses, c'est pas le mec qui a le meilleur punch, donc il ne peut pas être performant non plus. Par contre, il est très bon sur le chrono, Almeida. Ce qui fait la différence par rapport à d'autres punchers grimpeurs. Mais son problème, c'est vraiment les débuts de montée. Et c'est vrai que Almeida, j'ai du mal à comprendre même pourquoi cette année on l'envoie sur la Vuelta. Alors que, on l'envoie peut-être sur la Vuelta aussi parce que Pogačar n'étant pas disponible, ça a peut-être été un choix de l'équipe. Il finit à 35 secondes au général, ce qui est pas si loin au final. Mais c'est vrai que si les montées avaient été plus longues, ça aurait aidé, quoi. Et ça va être son problème, je pense, sur la Vuelta, parce qu'il risque de perdre un petit peu de temps en montagne. Malgré tout, il est capable de compenser ce temps-là sur le chrono, sur les deux chronos. Il y a quand même du kilométrage en contre-la-montre. Cette année sur la Vuelta, c'est presque le grand tour qui a le plus de kilomètres de chrono. Donc il y aura de quoi faire pour Joao Almeida sur les contre-la-montre. Mais pour moi, c'est plus un coureur de Tour d'Italie, de Tour de France, où il peut mettre en place son rythme de pédalage, son coup de pédale, et vraiment être performant sur les deuxièmes parties de montée. Un jour peut-être, hein, il ira sur le Tour de France. Pogačar, il a envie de le refaire l'année prochaine. Mais peut-être que l'année prochaine, il y aura Almeida et Pogačar sur le Tour de France. On viendra peut-être avec deux cartes du côté de chez UAE. Mais c'est sûr que Almeida, c'est quand même un très grand talent du cyclisme. Il faut rappeler, il n'a que 24 ans, Almeida. Il vient d'avoir 24 ans. C'est sensationnel parce qu'on a l'impression que c'est un vieux qui est déjà là depuis longtemps. C'est vrai que nous, on l'a vu la première fois sur le Tour de Burgos. Moi, c'est la fois où je l'avais repéré à l'époque avec De Koninck sur ce Tour de Burgos post-Covid, où je l'avais trouvé extrêmement bon. On avait été émerveillés sur le Tour d'Italie. Ensuite, derrière, mais déjà sur le Tour du Burgos, on avait été surpris par ce coureur qui avait du mal à mettre en route et qui ensuite arrivait à trouver son rythme de pédalage. Je me souviens notamment à Lagunas d'Enela avec notre ami Evenepoel. Je me souviens, ça m'avait déjà interloqué à l'époque. Cette manière qu'il a de prendre son rythme dans les montées. Et aujourd'hui, ça fait quand même partie des grosses stars, mais je sais pas si c'est vraiment le meilleur endroit pour lui, Almeida, l'Espagne.
Mais on passe à Van Wilder, très bon. Van Wilder qui n'a pas une année facile, il change d'équipe, il retourne au pays après avoir été repéré par la Sunweb. Il se fracture la mâchoire sur la flèche wallonne, donc c'est pas l'idéal malgré un bon Tour de la Provence. Il a en fait très peu de jours de course dans les pattes. Il est allé sur le Tour de Suisse, mais il est un peu court, comme Julien Lafilippe, donc il fait pas le Tour de France. Derrière le championnat de Belgique, il va participer au Tour d'Espagne avec Julien Lafilippe. C'est vrai que l'équipe de la Deceuninck va être très intéressante en montagne. Ça va être une équipe vraiment très sympa. Et avec l'objectif de faire un bon classement au niveau maillot blanc, mais aussi d'aider Remco. Il aura un double objectif. Ilan Van Wilder, qui est pour moi un coureur très impressionnant, même si les résultats cette année sont peut-être pas exceptionnels, certains diront. Moi je trouve qu'il est presque meilleur que Remco pour les grands tours. Remco est un très bon coureur de classique. Après sur les grands tours, pour l'instant sur 3 semaines, on n'a pas encore vu grand chose. Alors que Van Wilder, pour moi, a des qualités, même s'il n'a fait qu'une Vuelta en soi dans sa carrière. Mais pour moi, il a des très grandes qualités. Des très très grandes qualités. Et puis en plus, la Vuelta, il l'avait abandonné dès la première étape. Donc c'est la Vuelta de 2020 qui en plus était assez atypique et lui, il avait abandonné dès à raté. Mais Ilan Van Wilder, pour moi, c'est une future pépite. C'est un coureur qui a des très belles qualités, très bon grimpeur, qui est pas mauvais aussi sur le contre-la-montre, qui, pour moi, il est fait pour les grands tours. Van Wilder, il a le profil pour les grands tours. On le verra sur la Vuelta. Et je trouve qu'il a fait un bon Tour du Burgos, de reprise après une grosse période de pause. Donc c'est très intéressant. Buitrago, qui a passé un cap cette année. On en avait parlé, mais il fait partie maintenant du Gotha, un peu des punchers. Buitrago, le numéro qu'il a fait du côté de Burgos, il est impressionnant quand même. Il part dès le pied de la côte et ensuite, il a été vraiment très 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 bon parce que quand tu pars dès le pied de la difficulté aussi punchy, donc à 2 bornes de l'arrivée, ensuite faut tenir. Hein. Et il a tenu. Alors pourtant derrière il y avait du monde. Donc il a été vraiment très bon sur cette étape-là. Il finit 8e au général. Il a un peu souffert sur Lagunas de Nela. Mais sinon, le reste a été très bon pour le coureur colombien qui sera sur la Bretagne classique. Hein. Lui, il se concentrera sur les classiques. Buitrago, qui a déjà fait le Tour d'Italie, où il a fini quand même 12e du dernier Tour d'Italie. Je trouve qu'il a vraiment passé un cap. On en avait parlé notamment sur le Saudi Tour. Il avait été impressionnant à Buraka. Et ensuite, on l'avait vu également sur le Tour des Alpes, et donc 12e, avec une victoire à la Varonnée, pour ceux qui se souviennent également sur le Tour d'Italie, 2e à Cogné, 5e à Genova, 12e du général, et il avait fait que la Classica San Sébastien, donc il a quasiment pas couru sur cette deuxième partie de saison. Il arrive très frais, 44 jours de course seulement pour le moment, donc ça c'est aussi très intéressant pour Buitrago, et il a été très bon dans ses attaques en tant que puncher. Sur le Tour de Lombardie, ça pourrait être un coureur à suivre. Buitrago, ça pourrait être une cote intéressante parmi les outsiders. Et puis Miguel André Lopez, pas simple de faire 2e, surtout dans ces conditions-là. Il y a quand même la suspicion autour de Miguel André Lopez qui a été suspendu pendant 2 semaines par Astana suite à un contrôle de bagages en Espagne. Alors il semblerait que selon les policiers espagnols, on a juste fait un contrôle de bagages. Ça n'avait aucun rapport avec une affaire de dopage, contrairement à ce qui avait été dit au départ, que la police espagnole l'avait entendu dans le cadre de l'enquête sur le docteur Maynard, qui est en fait l'opération ILEX, de trafic de stupéfiants et crimes contre la santé publique. Donc pour le médecin espagnol, et tout le monde avait dit c'est parce qu'il connaît ce mec là qu'il a été interrogé à la sortie par les gardes civils en Espagne, et en fait il semblerait que pas du tout, que ça soit juste un contrôle habituel, et de toute manière Astana ne pouvait plus le suspendre. Selon Astana, il ne pouvait pas le suspendre
ou le priver de droit de courir. Sinon, il fallait qu'il casse le contrat. Donc, il semblerait qu'il n'y a pas de situation particulière qui ne soit pas liée à cette affaire. On peut parler quand même de cette affaire du docteur Neymar, c'est pas Neymar, c'est Maynard, ou Maynard, je ne sais pas comment on doit le dire en espagnol, qui ne concerne pas Miguel André Lopez pour le moment, mais qui est une affaire liée à un médecin qui en fait était lié à l'équipe face à Bortolo à une époque, qui a notamment été le médecin, l'un des médecins personnels de Dario Frigo, quand même considéré comme une bonne chaudière, Dario Frigo, et qui a déjà plusieurs procès à son actif. Il a déjà été arrêté plusieurs fois par l'équipe, par la police espagnole, notamment l'opération Gamma, donc trafic de drogue, notamment des stéroïdes anabolisants dans les salles de sport espagnoles. Il a été impliqué dans l'affaire du défenseur espagnol Carlos Gurpegui, qui était à l'Atlético Bilbao en 2002. Donc Dario Frigo. Il aurait également fait d'autres personnes du côté de Dario Frigo. Bruno Neves en 2008. Enfin voilà, il est déjà... et il est normalement sur la liste des personnels interdits de collaborer avec des sportifs par l'AMA, tellement il a été impliqué dans des affaires de dopage, notamment également l'opération Estrobo de 2010 dans une équipe d'aviron. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est impliqué dans de nombreuses affaires. Si vous voulez son pédigré, c'est sur Cyclisme Dopage. Il est présent sur ce site cyclisme-dopage.com. Vous avez un petit peu tous les affaires de dopage depuis très très longtemps. Ça remonte à très très loin. Et avec pas mal de portraits de médecins spécialistes dans le dopage. On poursuit avec Miguel André Lopez. Donc c'est quand même une sacrée performance parce qu'il n'a pas une préparation idéale. Il faut rester dans sa bulle quand ça vous arrive. Donc c'était vraiment pas facile pour notre ami espagnol, pour Superman, de se retrouver impliqué dans cette affaire alors qu'il semblerait que il ne soit absolument pas... qu'il n'y ait absolument pas d'affaire en fait, que ça soit juste des journalistes qui aient fait un rapprochement un peu trop rapide entre le cyclisme, le dopage et une arrêtation de contrôle de bagages. Pardon. Je passe tout de suite au bonnet d'âne. Et contrairement à d'habitude, en fait, il y a un bonnet d'âne cette semaine sur le Tour de Burgos, c'est la Movistar. Assez inquiet par la Movistar, avec une performance globale sur ce Tour de Burgos, qui est pourtant une de leurs courses un petit peu de référence, où ils n'ont pas été bons. Ivan Sosa seulement 14e, Valverde 17e. Valverde qui me semble un petit peu fatigué. Il n'a pas énormément couru, Valverde, depuis le début de saison, ce qui semblerait logique, surtout qu'il n'est plus si jeune que ça. C'est inquiétant parce que Movistar a besoin de points. Alors certes, ils ont une petite avance quand même sur leurs adversaires au niveau du classement UCI, du classement du maintien, dont on fera un point, je le précise, aujourd'hui ou demain. C'est compliqué pour la Movistar en ce moment. Ils ont raté leur Tour de France. Le Tour d'Italie n'avait pas été bon. Les classiques n'ont pas été bonnes non plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'a dit également David Lapartien, si Valverde n'est pas bon, ça ne passera pas pour Movistar. C'est quand même fou cette année, c'est que dans Movistar, Lotto, Israël, presque, on se fie à des individualités. Il faut qu'il y ait 2-3 personnes qui performent dans les équipes. On oublie presque le côté collectif du cyclisme. Et Valverde, il ne peut pas tout faire. Et Valverde, surtout, je pense qu'il est fatigué. Mais c'est inquiétant parce que il faut qu'il fasse une bonne Vuelta. S'il rate la Vuelta, Movistar, ils resteront peut-être pas en World Tour. Et ça sera un drame pour le cyclisme espagnol. Parce que ça voudrait dire que beaucoup d'équipes ne seront pas invitées sur la prochaine Vuelta, vu qu'il n'y aura pas assez de place. Et
ça montrera bien que le cyclisme espagnol a subi une crise depuis de nombreuses années. C'était une nation majeure du cyclisme dans les années 90, dans les années 2000, l'Espagne. Et puis ils ont perdu au fur et à mesure toutes leurs équipes, parfois impliquées dans des affaires de dopage comme la Kelme, même Liberty Seguros qui était là, on le sait. Et puis la Movistar qui diminue de niveau au fur et à mesure du temps. Quand elle est arrivée en 2011 à Movistar, c'était une super grosse équipe. Et aujourd'hui, c'est une équipe plus que moyenne au niveau de l'effectif. Et puis je le dis toujours, mais avec la Movistar, on est sur un entre-soi espagnol pendant très longtemps qui, je pense, n'a pas été bon dans cette équipe, dans sa manière d'être dirigée. Et je pense que, notamment quand on voyait des stratégies foireuses et ce genre de choses, aujourd'hui, tu peux plus te permettre des stratégies foireuses. Sauf qu'ils en ont fait encore beaucoup. Et puis, les points perdus par Miguel Ángel López l'année dernière sur la Vuelta leur coûtent très cher. Si l'année dernière Miguel Ángel López finit 4e ou 5e de la Vuelta, ce qui était totalement réalisable en dehors de son abandon, ça change totalement la donne au niveau du classement. Ça fait 400, 500 points en plus. Mais ces points-là, ils les ont pas récupérés. Si Valverde ne tombe pas sur la Vuelta l'année dernière, ça change peut-être aussi un petit peu la donne. Mais de toute manière, tu peux pas te contenter juste de 3-4 coureurs dans une formation. Et chez Movistar, il y a quand même beaucoup de coureurs qui n'apportent pas de points. Et ça, c'est un véritable problème. C'est vrai qu'Alex Aramburu, par exemple, cette année, Will Barta, pas top aussi. Johan Jacobs, on l'a vu un petit peu en début de saison, mais en termes de points, c'est pas si incroyable que ça. Et pourtant, c'est une équipe qui a 10 victoires cette année. Oui, mais aucune World Tour. Sauf Verona, World Tour. Il n'y a qu'une seule victoire World Tour. C'est des courses quand même des catégories 2-1. Le fameux Grand Camino pour Valverde, Ivan Sosa également sur la Volta des Asturies. Ce sont des championnats nationaux, mais qui n'apportent quasiment pas de points. C'est le Tour de Wallonie avec Oyer Lascano, mais ce ne sont pas des grandes épreuves. Il leur manque des résultats sur les grandes épreuves. Et ça, c'est, je pense, un gros problème dans cette équipe. Et il va falloir des points maintenant. Il va falloir des gros points. Alors certes, Valverde a fait 2e d'Estrade de la Flèche Wallonne, mais si tu enlèves les résultats de Valverde, il n'y a pas grand monde, quoi. Et Enric Mas, l'année n'est pas exceptionnelle. Et il va falloir vraiment faire un grand tour d'Espagne, sinon ça va être compliqué pour la Movistar. Et ça sera donc compliqué pour le cyclisme espagnol, parce que cette équipe est la chef de file du cyclisme espagnol. Si la Movistar tombe, il n'y a pas d'autres formations au World Tour. Et les formations en 2e division, je dis toujours, mais ce sont des petites formations de 2e division. Burgos, Cara Rural, même Cara Rural, on parlait de Movistar, mais Cara Rural aussi au fur et à mesure des années. Le niveau de cette équipe diminue. C'est quand même une équipe qui a eu Hugh Carty dans son effectif, Cara Rural. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est une situation qui est difficile pour le cyclisme espagnol. Mais on voit bien qu'il y a quand même un problème pour la Movistar. Les 2 dernières grandes stars, les 2 dernières grandes pépites du cyclisme espagnol, Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, elles ne sont pas passées par la Movistar. Ce qui montre bien qu'il y a un problème. Ce sont les 2 dernières grosses stars. Pourquoi ces 2 coureurs-là ne sont pas passés par la Movistar ? C'est peut-être que cette équipe ne fait plus du bon travail. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si la Movistar tombe, le cyclisme espagnol aura peut-être du mal à s'en relever. Aujourd'hui, la Movistar, c'est là où les coureurs espagnols ont envie de passer. C'est l'équipe quand même qui fait un peu rêver les cyclistes espagnols quand ils sont jeunes. Mais quand tu regardes, même Juan Pedro Lopez aussi, il est passé par la Trek. Il y a eu des ratés au niveau du recrutement, je pense, de cette équipe Movistar. En France, quand on a un jeune pépite, on essaye de ne pas la rater. C'est rare quand même les coureurs qui ne sont pas passés par des équipes françaises et qui sont français. Je dirais qu'il y a Alaphilippe, qui est dans ce cas-là. Il y a Hugo Page en ce moment, parmi les jeunes coureurs. Mais ils ne sont pas nombreux à ne pas avoir été repérés à un moment par une équipe française. En Espagne, ça fait quand même 3 grosses pépites qu'ils ont ratées. C'est un vrai problème.
Ça sera terrible pour le cyclisme espagnol hein, si Movistar tombe. Hein. Ça sera vraiment une catastrophe. Et ben voilà, c'était donc le bonnet d'âne. On en a fini avec ce tour du Burgos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!